À l'heure actuelle, quand on parle d'un outil d'intelligence artificielle, on parle de quoi? Si je refuse l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les tâches évaluatives offertes à mes personnes étudiantes, est-ce que ça comprend Antidote, qui a maintenant son intelligence artificielle intégrée? Bonne question, hein? Alors, pour tenter d'y répondre, aujourd'hui, on reçoit Patrick Cossette, chargé de projet en sécurité informatique du côté du service des technologies de l'information de l'UQTR. Bienvenue à cette capsule « La pédagogie en question », spéciale IA. Merci, Patrick, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je viens vers toi parce que je me pose la question suivante. Quand on parle d'un outil d'intelligence artificielle, on fait référence à quoi? En fait, l'intelligence artificielle, le mot dit, c'est artificiel, c'est des ordinateurs qui essayent de se comporter comme des humains. Donc, l'ordinateur va essayer d'adopter un comportement humain, de simuler ce qu'un humain ferait dans une situation en particulier. C'est pas toujours parfait, ça reste des ordinateurs, mais c'est un peu le principe. L'outil en tant que tel, est-ce qu'on fait référence à un outil sur lequel on va ou maintenant ça fait partie un peu de notre quotidien et on ne le sait pas? En fait, c'est un peu des deux. Il y a des outils qu'on connaît, que les gens, tout le monde connaît, ChatGPT, Copilote. Ce sont des outils purs d'intelligence artificielle. Ce sont un outil que tu vas utiliser pour poser des questions, pour t'aider dans tes travaux, dans ton travail, dans ta vie quotidienne. Mais il y a aussi des logiciels traditionnels qui maintenant disent nous incluons maintenant IA, là, avec IA. Ça, il faut faire attention. Il y a des fois, c'est vrai, parfois, c'est pas vrai. Ça peut être de l'IA pour de vrai, comme ça peut être de l'IA, comme ça peut être juste une puissance d'ordinateur, un logiciel super puissant, mais qui ne repose pas sur l'intelligence artificielle pour faire son travail. Parce que l'intelligence artificielle, ça apprend. Quand un produit a de l'IA dedans, c'est un logiciel qui va apprendre du passé, qui va pouvoir prédire des nouvelles choses, il sait s'adapter. Alors qu'un logiciel peut très bien dire, ah, nous, on a de l'IA, on a maintenant de l'IA, puis dans le fond, c'est rien de nouveau, ça a toujours été là, mais maintenant, pour le marketing, ils vont dire, ah, on a de l'IA. Marketing, c'est bon pour les investisseurs aussi qui vont peut-être investir dans les compagnies parce qu'ils pensent que c'est de l'IA, mais c'est pas toujours du vrai IA. Ah, c'est intéressant. Puis quand tu mentionnais ChatGPT ou plutôt le copilote, est-ce que c'est ce qu'on appelle des agents conversationnels? Oui, des agents conversationnels. Dans le fond, on pose une question à l'agent, puis il nous répond de la manière, du mieux qu'il peut avec ce qu'il connaît comme bagage, si on veut. Puis avec les informations qu'on lui donne dans notre question. Exactement, oui. Puis du côté des logiciels qui existaient déjà récemment, est-ce qu'on fait référence à quelque chose comme Antidote? Je pense qu'Antidote, on vient d'intégrer... Antidote ont intégré de l'IA, en fait, puis ils disent qu'ils ont intégré de l'IA, puis quand on regarde, c'est sûr que je n'ai pas accès au code informatique pour savoir est-ce que c'est vraiment de l'IA en arrière, mais quand on regarde leur publicité, leur matériel de marketing et même leur matériel technique, ça semble être vraiment de l'IA. C'est-à-dire, ils semblent vraiment avoir un côté apprentissage. La machine apprend, l'outil apprend et s'adapte pour donner des résultats qui sont souvent différents. D'ailleurs, un outil IA, souvent, on lui pose la même question 2-3 fois. On n'a pas la même réponse parce que c'est pas prédéterminé. Il répond selon son bagage, puis je dirais pas selon son feeling, c'est pas le bon mot, mais il apprend de ses réponses précédentes, puis il s'adapte. Donc, c'est ce qu'on voit avec l'IA, avec Antidote, qu'Antidote nous permet au-delà de la correction traditionnelle, orthographe, grammaire, quand Antidote nous permet de reformuler un texte ou d'améliorer le texte, ce que ChatGPT peut faire aussi, mais Antidote se sont spécialisés, ils ont mis de l'IA pour faire ces tâches-là. OK. Puis, moi, en tant que personne enseignante, quand il arrive le moment où je veux faire un choix d'intelligence artificielle, un choix d'un outil, qu'est-ce qui devrait motiver mon choix? Qu'est-ce que je devrais me poser comme question? C'est sûr qu'il y a des outils spécialisés pour certains domaines. Il y a des outils spécialisés pour la recherche. Si vous faites de la recherche, bien, il y a des outils spécialisés pour la recherche, même dans des domaines très spécifiques. Mais si on y va au-delà des outils spécialisés dans le quotidien, quand on regarde un outil comme ChatGPT ou Copilote ou Claude, il y en a plein d'agents conversationnels. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Une chose qui est importante de regarder à mon niveau, c'est la sécurité informatique, la sécurité du logiciel. Parce que les données qu'on va mettre dedans, il faut faire attention pour mettre n'importe quoi, mais même tout ce qu'on va mettre dans l'outil d'IA comme données, ce n'est pas tous les logiciels qui vont traiter les données de la même façon. Il y en a qui vont plus respecter la confidentialité de tes données que d'autres. Certains vont être situés dans des pays qui sont un peu plus
je dirais, délinquant au niveau de l'utilisation des renseignements personnels. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. OK. Dans le cadre de ton travail à la sécurité informatique, tu fais un paquet d'analyses sur des applications diverses, là, dans le cas ici à l'université. Puis, je me demandais, à la suite de ces analyses-là, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous partager, des choses que tu soulèves? Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a deux choses qu'on voit parfois. Vous savez, dans un navigateur web, que ce soit Chrome, Edge, Firefox, n'importe quel, on peut installer des extensions, parfois appelées en anglais des plugins ou des add-ons, qui viennent bonifier le navigateur pour faire des tâches, pour t'aider dans des différentes choses, que ce soit un gestionnaire de mots de passe ou autre. Mais il faut faire attention, il y a sur les magasins d'applications des navigateurs des fausses applications d'intelligence artificielle. Exemple, il y en a une que j'ai vue l'autre jour, elle s'appelait ChatGPT. Il y avait un trait d'union entre Chat et GPT. C'était pas la vraie ChatGPT. J'ai aucune idée qui est en arrière de ça. C'était de toute évidence un fraudeur ou quelqu'un qui voulait que les gens installent cette application-là. Alors là, tu installes ça, tu l'utilises en pensant que c'est le ChatGPT, mais dans le fond, c'est pas de ChatGPT, ça redirige soit vers un autre intelligence artificielle, un autre agent conversationnel, ou carrément, ça redirige vers ChatGPT, bien, ça gobe toutes les données qui sont envoyées et reçues de ChatGPT. On ne sait pas ce qu'elle fait exactement, mais ça, il faut faire attention. Ouais. Des fausses extensions de navigateur. On parle de fraude à ce moment-là. Ça, c'est de la fraude, effectivement. C'est du vol d'informations, ouais. C'est frauduleux. OK. Puis, ça m'amène aussi à poser la question, nous, dans le fond, personnes citoyens, mais bien même personnes enseignantes, lorsqu'on télécharge une application, souvent, on accepte des termes et conditions. J'imagine qu'il y a certaines informations qui se trouvent là, à savoir comment ils traitent nos données. C'est juste que c'est difficilement accessible parce que c'est un langage qu'on comprend moins. Mais vous, dans votre cadre, dans votre travail, c'est ce que vous faites? Oui, si on nous demande est-ce qu'on a le droit d'utiliser telle application ou tel logiciel ou telle extension de navigateur, notre travail à nous, c'est de regarder comme tu viens de mentionner, toutes les conditions d'utilisation, toutes les permissions que lorsqu'on va cliquer sur OK, j'installe, le bouton Installe, qu'est-ce que ça va donner comme permission à l'extension? Est-ce que l'extension va pouvoir utiliser notre caméra, notre micro? Est-ce que ça va avoir accès aux autres informations déjà stockées dans le navigateur? C'est la même chose pour les applications sur un cellulaire. Quand tu vas sur l'Apple Store ou le Google Play sur un Android, les applications que tu vas télécharger, il y en a des fausses aussi pour l'IA. Il faut faire très attention. Puis encore là, notre job, oui, c'est d'évaluer ces applications-là selon la base principalement des termes et conditions, puis de ce à quoi l'application va avoir accès sur ton cell. Ça me permet d'aborder ma prochaine question avec la suite. Lorsqu'on est employé de l'université, on a accès à la suite Microsoft 365, dans laquelle il y a l'application l'agent conversationnel Copilote, et pour lequel on a une licence institutionnelle. On fait référence à quoi quand on parle d'une licence institutionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la différence entre le Copilote que tout employé ou de l'UQTR possède via la licence institutionnelle, comme tu le dis, versus le Copilote qu'une personne utiliserait sur le site de Microsoft directement en tant que citoyen, en tant qu'individu qui n'est pas relié à l'université. La différence, c'est que la licence institutionnelle nous offre une certaine sécurité des données qu'on va mettre dans l'outil, un peu plus forte que la licence gratuite. Et on a un contrat, l'UQTR a un contrat avec Microsoft. Microsoft s'engage à ne pas utiliser les données pour nourrir leur IA, leur LLM, qu'on appelle leur Large Language Model, leur modèle de données, de langage, leur grand modèle de langage. Ils s'engagent à ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre la porte aux gens en disant « vous pouvez mettre n'importe quoi dans l'outil d'intelligence artificielle. Il ne faut pas mettre de données personnelles, de données confidentielles ou de trucs protégés par le droit d'auteur. Il faut faire attention quand même, mais l'outil, la licence institutionnelle nous apporte quand même une meilleure garantie de sécurité que n'importe quel autre outil qui serait gratuit ou la licence gratuite de Copilote. » Donc, dans les divers agents conversationnels qui existent en ce moment, vous nous encouragez quand même à utiliser celui-là, tout en respectant évidemment les principes d'utilisation convenus par l'université. Absolument. OK. Oui. Merci. Puis, en fait, j'enchaînerai sur une question auquel on s'est posée tout à l'heure avec une autre collègue, à savoir, est-ce qu'il y a des données, des informations, selon toi, qu'on ne devrait pas déposer dans un outil d'intelligence artificielle? Bien, encore là, il faut regarder l'énoncé de principe, là, pas de principe, mais les énoncés d'utilisation de l'IA qui ont été rédigés par l'université et adoptés. Mais de façon plus générale, là, tout ce qui est renseignement personnel, c'est à proscrire.
tout ce qui est données confidentielles, exemple, je ne sais pas moi, vous travaillez sur le budget de l'université ou sur des trucs confidentiels à votre travail ou dans votre enseignement, il ne faut pas les mettre dans l'outil. Puis tout ce qui est aussi, il faut faire attention à tout ce qui est protégé par le droit d'auteur. Même juste aller chercher imaginez que je ne suis pas spécialiste là, exactement dans le domaine du droit d'auteur, mais ce que je me dis, si vous achetez, admettons, un PDF, vous l'avez, vous avez le droit de l'utiliser, n'allez pas le mettre dans l'outil pour le faire traduire ou le faire résumer. C'est contre. Il faut faire attention, le droit d'auteur est protégé, là. Nous aurons l'occasion d'explorer aussi ces questions-là avec Mylène Lavoie du côté de la bibliothèque, mais c'est effectivement des choses qu'on se pose comme question en tant que personne enseignante, à savoir le matériel que je produis. Est-ce que je donne l'autorisation à la personne étudiante de le déposer dans l'outil d'intelligence artificielle si on lui dit ou on lui explicite le fait qu'il a le droit de l'utiliser pour un niveau 1 d'aide à la compréhension lorsqu'on fait référence au guide d'utilisation des personnes enseignantes. Donc, c'est des questions finalement qui restent un peu en suspens. Puis, tu sais, du côté aussi de la personne enseignante, par exemple, utiliser un travail remis par une personne étudiante, puis déposer ce travail-là dans un outil d'intelligence artificielle pour, par exemple, confirmer l'évaluation, une première évaluation qu'on aurait faite auparavant. Bien, est-ce que c'est quelque chose que, selon les principes, on a le droit de faire ou pas? Moi, je serais prudent. Je serais prudent avec ça, surtout si l'outil en question n'a pas été évalué par l'université, parce que tout logiciel qu'on acquiert en tant qu'université ou qu'on veut utiliser doit faire l'objet d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, en plus, si l'outil n'a pas été évalué, c'est sûr que je ne le ferai pas. Si l'outil est évalué et qu'on sait que l'outil était destiné, l'objectif de l'outil, c'était de faire ce que tu mentionnes. Mais là, à ce moment-là, si la conclusion, c'est oui, il peut être utilisé, OK. Mais à date, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de logiciel approuvé là, à ce niveau-là. Il faut faire bien attention. Donc, en résumé, c'est ça, on fait attention à ce qu'on dépose dans l'intelligence artificielle, même pour les personnes enseignantes, parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent, qui font partie de notre propriété intellectuelle, là, et d'autres choses qui concernent notre quotidien, là, comme personne enseignante, on fait attention. On fait attention à ce qu'on met dedans, puis on fait attention à ce qui sort aussi. Oui. Il faut vraiment valider les résultats parce que l'IA a tendance à halluciner parfois. Oui, merci. Merci aussi de le préciser. Puis nous autres, bien, du côté du droit d'auteur, on continue notre exploration du côté de Mylène, mais je te remercie d'avoir pris quelques instants pour nous avoir partagé ces informations-là. Ça fait plaisir.